Et comme dirait notre estimé tuteur, M. Younes, Isma Azoul est bienvenu. Donc le tuteur, héritier du terme latin tutor, était autrefois un défenseur, un protecteur et un gardien, devenu ensuite un bastion de savoir. Dans le cadre traditionnel, le tuteur était chargé de l'éducation personnelle d'un jeune noble. Cependant, dans le paysage moderne de l'enseignement à distance et en ligne, le tuteur a pris une nouvelle dimension. Donc aujourd'hui, euh, nous allons essayer de lever le rideau pour découvrir tous ensemble les coulisses du tutorat et les fonctions et modalités d'investigation. Pour ce faire, donc, on va découvrir ensemble qu'est-ce que l'ingénierie tutorale, quelles sont les fonctions tutorales et quelles sont les modalités d'investigation tutorale. Et enfin, nous allons donner ou nous allons laisser une marge libre pour l'échange et pour la discussion. Donc maintenant, je vais passer la parole à Imen pour nous présenter une petite définition de l'ingénierie tutorale. Merci Ikram. Donc, comme vous voyez, l'ingénierie tutorale, selon Jacques Rodet, n'est pas une simple technique, mais une véritable approche méthodologique qui permet de professionnaliser le tutorat et d'en garantir la qualité. Elle présente donc une approche rigoureuse et structurée qui vise à élaborer et déployer des services d'accompagnement pour les apprenants dans le cadre de formation à distance ou hybride. Et dans les composantes fondamentales, comme nous avons déjà vu dans l'article proposé dans notre plateforme Propositions pour l'ingénierie tutorale, sont essentiellement l'identification de besoins d'accompagnement, la conception de dispositifs tutoraux sur mesure, la formation et l'accompagnement des tuteurs ainsi que le suivi et l'évaluation des actions réalisées. En résumé, l'ingénierie tutorale s'occupe donc de concevoir les modalités d'intervention des tuteurs, créer des ressources et des outils pédagogiques adaptés, mettre en place des dispositifs de communication et d'interaction entre tuteurs et apprenants, évaluer l'efficacité du tutorat et son impact sur l'apprentissage, et enfin définir les fonctions des tuteurs qui sont, selon Jacques Rodet, en nombre de 8. Et dont la première est celle d'accueil et d'orientation, qui consiste à accueillir les apprenants et les familiariser avec leur environnement d'apprentissage et les guider dans leur parcours initial. Comme le mentionnent Desmaillet et Lafortune, le tutorat a un rôle clé à jouer dans l'accueil et l'intégration des apprenants en les aidant à se familiariser avec leur nouvel environnement et en leur fournissant des informations claires et précises sur les objectifs et les attentes et les ressources disponibles. Donc, lors de la réalisation de cette fonction, le tuteur doit être en mesure d'accueillir les apprenants et créer un environnement bienveillant, orienter les apprenants en leur fournissant des informations sur le programme, les ressources disponibles et les attentes, et faciliter l'intégration des apprenants dans la communauté d'apprentissage en favorisant l'échange et l'interaction. Prenons l'exemple d'un tuteur qui, lors de la réalisation de sa fonction, peut organiser une session de présentation en ligne pour les nouveaux apprenants, les familiarisant avec la plateforme d'apprentissage, les ressources disponibles et les méthodes de communication utilisées. Le tuteur peut également créer un espace de discussion, un forum, où les apprenants peuvent se présenter mutuellement, échanger leurs attentes et poser des questions. Pour la deuxième fonction, c'est la fonction organisationnelle, qui vise à assurer donc le bon déroulement de la formation en termes de planification, de communication et de gestion des ressources. Comme le mentionne Paquette, le tuteur doit être en mesure de gérer les aspects logistiques et administratifs de l'apprentissage, tels que la planification des activités, la coordination des ressources et la communication avec les différents acteurs impliqués. Donc, le tuteur, lors de la réalisation de cette fonction, doit être dans la mesure de planifier et organiser les séquences d'apprentissage en tenant compte des objectifs pédagogiques, assurer le suivi de la progression et la progression des apprenants et les aider à respecter les échéances, gérer les espaces logistiques tels que la disponibilité des ressources et la résolution des problèmes techniques. Elle concerne donc la gestion et la coordination des activités d'apprentissage ainsi que le suivi administratif des apprenants. Dans le cadre de cette fonction, le tuteur peut créer un calendrier des activités d'apprentissage en précisant les dates limites, les rendez-vous en ligne et les ressources nécessaires, ainsi qu'elle peut également superviser les forums de discussion pour s'assurer que les questions sont traitées en temps opportun et orienter les apprenants vers les ressources appropriées. Quant à la troisième fonction, c'est la fonction pédagogique, qui consiste
à accompagner les apprenants dans leur processus d'apprentissage et les soutenir à l'acquisition de connaissances et de compétences, ainsi qu'à favoriser leur autonomie. Comme le disent Papy et Tardif, le tuteur doit être en mesure de guider l'apprenant dans son apprentissage, de l'aider à comprendre les concepts clés, à développer ses compétences et de lui fournir un feedback constructif sur son travail. Donc, les responsabilités clés du tuteur dans cette fonction sont identifier les besoins et les objectifs d'apprentissage des apprenants, concevoir et poser des activités d'apprentissage adaptées aux différents profils d'apprenants, fournir des explications, des conseils et un retour d'informations réguliers aux apprenants et encourager l'autonomie et la réflexion critique des apprenants. Donc, comme le mentionne Yves Bertrand, le tuteur n'est pas un sage qui dispense le savoir, mais un guide qui accompagne l'apprenant dans sa construction de connaissances. D'où, on peut dire que le tuteur, dans le cadre de cette fonction, peut organiser des séances de tutorat online où il présente de nouveaux concepts, répond aux questions des apprenants et propose des activités pratiques pour consolider les connaissances. Le tuteur peut également fournir des commentaires personnalisés sur les travaux des apprenants et les guider à la résolution des problèmes. Et je vous laisse maintenant avec Mademoiselle Ikhlas pour découvrir les 5 fonctions qui suivent. Donc, merci Ikram. La fonction suivante, c'est la fonction motivationnelle, consiste au tuteur d'encourager les apprenants à persévérer dans leur apprentissage en les motivant et en les soutenant dans les cas de difficulté. Bien sûr, cela après une compréhension des différents états émotionnels des apprenants. Comme l'a dit Éric Préra dans une conférence, il parle des vertus qu'un enseignant l'enseignant doit être désolé. Alors, désolé, Éric Préra a parlé de la vertu de la justice. Donc, dans la vertu de la justice, on parle de l'égalité et l'inégalité. L'égalité dans le respect du programme et l'inégalité, on applique l'inégalité dans le cas des difficultés, dans les cas de difficultés chez les apprenants. La fonction suivante, c'est la fonction de socio-affective, consiste à créer un climat de confiance et de bienveillance qui permet à l'apprenant de se sentir à l'aise et de s'engager pleinement dans son apprentissage. Bien sûr, on va créer ce climat avec la valorisation des efforts et des encouragements des apprenants, la gestion des conflits, etc. Passons à la fonction technique. Alors là, on parle de l'assistant technique, aider le tutoré à l'usage des outils de technologie, à faciliter la tâche pour s'intégrer à la formation à distance ou hybride. La fonction métacognitive consiste à amener les apprenants à prendre conscience de leur propre processus d'apprentissage afin qu'ils puissent les maîtriser et les améliorer de manière autonome. Alors là, c'est connaître leurs forces et leurs faiblesses, choisir les stratégies d'apprentissage les plus appropriées en fonction de la tâche demandée. Donc, le tuteur peut développer la métacognition chez les apprenants par poser des questions de réflexion ou par proposer des activités qui favorisent la réflexion ou par donner directement des stratégies d'apprentissage qui semblent efficaces et expliquer bien les raisonnements. La fonction évaluative consiste à observer le tutoré en situation d'apprentissage ou du travail, lui donner des exercices et des travaux à réaliser et évaluer les performances, évaluer les acquis et l'important c'est fournir des feedbacks constructifs. Alors, on va voir les modalités bien sûr avec Madame Rihab. Merci Ikhlas. Donc, merci Ikhlas, merci Iman d'avoir présenté les fonctions de tutorat. Donc, dans le domaine du tutorat, les modalités d'investigation sont essentielles pour comprendre et bien sûr améliorer les pratiques pédagogiques. Selon Bruno Delièvre, ces modalités permettent d'analyser en profondeur les interactions entre tuteurs et apprenants.
ainsi que l'efficacité des différentes approches tutorales. Maintenant, je vais donner la parole à l'Irab pour nous guider à travers les différentes modalités d'investigation qui existent. Bon, bonjour. Comme l'a annoncé Ikram, nous allons parler maintenant des modalités d'intervention des tuteurs. Nous allons d'abord parler de la modalité réactive, qui est centrée sur l'intervention du tuteur, où il répond à une demande plus ou moins explicite de l'étudiant. Cette modalité est dite par Pardon. Cette modalité, selon Delièvre, la modalité réactive, entraîne différents effets négatifs, parmi lesquels nous relevons l'augmentation possible du taux d'abandon et une sous-estimation des ressources disponibles. Dans ce type d'intervention, le tuteur peut se sentir délaissé et peut démuni face aux tâches à réaliser, puisque son tuteur est distant et se contente seulement d'intervenir après une demande ou une sollicitation formulée. Lorsqu'on parle de l'apprentissage à distance, celui-ci s'inscrit dans le cadre d'un dialogue interactif qui ressemble davantage à une conversation qu'à un exposé devant un auditoire passif. Dans son modèle, Hollenberg insiste beaucoup sur l'importance des facteurs socio-affectifs dans l'apprentissage, en plaçant le sentiment d'empathie au centre de la relation pédagogique, ainsi que le rôle déterminant joué par le tuteur dans l'émergence d'un climat relationnel favorable à l'apprentissage. Ce qui veut dire, le tuteur, en assumant ses responsabilités, il entre en action et il n'est pas un simple agent passif dans ce processus. Parmi les concepts auxquels les tuteurs réactifs ne font pas attention souvent, nous trouvons le concept de proximité. Ce concept-là réfère à la capacité du tuteur à créer un sentiment de proximité ou de présence virtuelle, malgré la distance physique entre le tuteur et son apprenant ou son tutoré. Il faut sensibiliser les tuteurs à cette proximité. Pour qu'un tuteur réussisse son métier de tutorat, il doit passer par l'expérience d'être un tutoré, dans l'optique de se mettre à la place de l'autre. Pour devenir plutôt un tutoré, après avoir été tutoré, les bienfaits d'une telle stratégie ont déjà été perçus dans certaines recherches en présentiel et paraissent aussi valables à distance selon Baudry. Passons maintenant à la proactivité. Voilà. La proactivité, c'est une modalité où le tuteur n'attend pas que l'étudiant exprime une demande d'assistance. Il devance celle-ci dans le but essentiel de l'impliquer dans son processus d'acquisition des connaissances. Autrement dit, lorsque nous parlons de tutorat proactif, celui-ci consiste à prendre des mesures préventives pour soutenir les apprenants avant qu'ils ne rencontrent pas des difficultés. Cela peut inclure l'identification précoce des signes de difficulté d'apprentissage, la fourniture des ressources supplémentaires ou de soutien personnalisé, et la mise en place de stratégies d'apprentissage adaptées aux besoins individuels des apprenants. Dans ce cadre, on peut parler encore de l'intelligence anticipative, parce que cette dernière réfère à la capacité d'anticiper les besoins et les défis des apprenants en utilisant les données et les informations pour prévoir les problèmes potentiels et fournir des solutions avant qu'elles ne se posent. En combinant l'intelligence anticipative et le tutorat proactif, les éducateurs peuvent créer des environnements d'apprentissage plus efficaces et plus personnalisés, répondant mieux aux besoins des apprenants et qui les aident à réussir académiquement. Le sentiment d'être suivi, il assure un usage plus intense des aides mis à disposition de nos dispositifs de formation selon Delièvre. Pour résumer, on peut dire que la modalité proactive, c'est une modalité où le tuteur n'attend pas que l'étudiant exprime une demande d'assistance. Il devance celle-ci dans le but essentiel de l'impliquer dans son processus d'acquisition des connaissances. Comment peut-on passer du tutorat réactif au tutorat proactif? Bon, d'après les recherches, nous avons trouvé quelques pistes. D'abord, pour passer d'un tutorat réactif à un tutorat proactif, ceci implique un changement d'approche et de mentalité dans la manière d'aborder le soutien apporté à un apprenant. En comprenant les besoins de l'apprenant, au lieu de simplement réagir aux demandes de l'apprenant, il faut prendre le temps de comprendre les besoins, les objectifs et le style d'apprentissage. En planifiant proactivement, en anticipant les difficultés potentielles et en planifiant les activités et les ressources en conséquence. Là, nous allons établir un plan d'apprentissage personnalisé qui tient compte des objectifs à long terme de l'apprenant. L'initiative de la communication, parce que le groupe de Mourad vont parler de l'initiative de la communication. On ne peut pas nier la composante de la communication dans un dispositif de tutorat.
Là, on ne peut pas nous contenter d'attendre que l'apprenant vienne vers le tuteur avec des questions ou des préoccupations. Il faut que le tuteur prend l'initiative de vérifier régulièrement la progression de son tutoré, ses défis, son niveau de confort avec le matériel d'apprentissage. La fourniture des ressources supplémentaires, au lieu de simplement répondre aux questions de l'apprenant, il faut fournir des ressources supplémentaires qui pourraient enrichir l'apprentissage et approfondir la compréhension. L'encouragement proactif, en identifiant les progrès de l'apprenant et en fournissant des encouragements, des félicitations régulières pour maintenir sa motivation et son engagement, ce qui entre dans la fonction motivationnelle. L'adaptation continue, c'est-à-dire en surveillant l'évolution des besoins et des progrès de l'apprenant et en adoptant l'approche en conséquence. On doit être prêt à ajuster le plan d'apprentissage et les stratégies de soutien au fur et à mesure que nécessaire. Là, nous allons parler de la dernière. Nous allons dire qu'il faut travailler sur soi. Il faut faire un développement professionnel. Il faut continuer à s'informer et se former sur les meilleures pratiques en matière de tutorat et sur les nouvelles méthodes d'enseignement. Cela va aider le tuteur à rester efficace et à évoluer en tant que tuteur proactif. Et maintenant, je donne le temps ou la parole à Ikram pour synthétiser. Merci de votre attention. Merci Rihab, merci. Avant de synthétiser, maintenant j'aimerais bien entendre les interventions de nos chers collègues. Donc nous avons préparé là quelques questions qui peuvent vous aider, mais si vous en avez d'autres, vous pouvez les poser. Et nous allons essayer tous ensemble de répondre. Et pour que les choses soient bien organisées, on aimerait bien voir des mains virtuelles donc, qui se lèvent avant de l'intervention de chacun d'entre vous. Et voilà, merci. Maintenant, je vous laisse la parole, chers collègues. Bon, pour vous aider, à votre avis, à travers ce que nous venons juste de vous présenter, à votre avis, quelles sont les qualités essentielles d'un bon tuteur et est-ce que vraiment on peut mesurer l'efficacité d'un tuteur? Si oui, comment on peut le faire? Et quelle est la modalité d'investigation qui vous parvient efficace pour évaluer les besoins des étudiants? Et enfin, bien sûr, comment la technologie peut-elle améliorer les fonctions de tutorat? Et maintenant, à vous la parole. Oui, oui, on vous entend.
Merci à vous, Monsieur Younes. Merci beaucoup. Maintenant, on va entendre l'intervention de d'abord Madame Sana parce qu'elle a levé la main la première, et ensuite on va passer à l'intervention de Monsieur Rabi. À vous la parole, Madame Sana. Merci beaucoup. Bonsoir tout le monde. J'espère que vous vous portez bien. Je tiens à remercier tout d'abord les collègues pour la qualité de votre prestation. Alors, je commence mon commentaire par une définition simple de la notion ingénierie tutorale qui se présente comme un axe majeur de notre module. Alors, c'est une approche pédagogique qui met l'accent sur le rôle du tuteur dans le processus d'apprentissage. Il a par objectif partant à concevoir les dispositifs et les outils pour accompagner les apprenants et les étudiants en général de manière personnalisée, tout en prenant en considération leurs besoins et leur style d'apprentissage et de leurs objectifs. Vous m'écoutez? Oui, oui, on vous entend. Continuez, Oui, Madame Sana. Madame, on vous entend. D'accord. Alors, concernant les fonctions ou bien les rôles d'un tuteur, généralement, ou bien pour réussir la fonction d'un tuteur, je crois qu'un tuteur doit participer activement à la formation d'un apprenant dans une plateforme, bien sûr. La première fonction que doit réussir ce tuteur consiste à la fonction qui est déjà abordée par notre collègue, l'accueil. Alors qu'il consiste à accueillir l'alternance, c'est-à-dire on peut parler ici d'une fonction d'accueil ou bien de guidage, c'est-à-dire elle va jouer le rôle de guide, surtout pour les apprenants qui n'arrivent pas à maîtriser les fonctionnalités ou bien les outils d'une plateforme. La deuxième fonction, c'est l'organisation ou bien la structuration d'une formation, l'organisation des activités de l'équipe. On parle ici des étudiants qu'on doit avoir assuré un aide d'informer aux nouveautés de type, prolongeant par exemple les durées de la remise des activités, de rappeler les apprenants au dernier délai des remises, bien sûr, des travaux, etc. Un bon tuteur doit également assurer un suivi pertinent et régulier en ce qui concerne la fréquence de consultation de la plateforme. Alors, il doit veiller à ce que tous les étudiants consultent quotidiennement la plateforme à travers des statistiques bien précises et des pourcentages exacts. Il doit également assurer une répartition des rôles et des tâches de chaque étudiant. Il doit assurer un encadrement. Ici, il doit assurer un encadrement permanent tout en mettant en cohérence les savoirs théoriques acquis en cours et les pratiques du métier au quotidien, bien sûr. Il doit aussi jouer le rôle d'un facilitateur de la communication à travers les fils de discussion, des débats abordés sur les forums, etc. Donc, Monsieur Younes a déjà parlé du développement personnel, c'est-à-dire le tuteur doit absolument, comment dirais-je, il doit adopter des techniques relationnelles, communicationnelles, etc.
Les tuteurs peuvent même opter pour des modalités d'évaluation, que ce soit qualitative ou bien quantitative, des appréciations, des notes, etc., afin d'évaluer les travaux et les prestations, peu importe, est-ce qu'il s'agit d'un travail individuel, un travail en binôme ou même un travail de groupe. Et le tuteur doit également utiliser les supports spécifiques, à savoir les fiches, les cartes conceptuelles, les cartes de connaissances, les schémas explicatifs, etc. Et d'accueillir, d'aider, d'informer, de guider l'apprenant et d'assurer même la liaison avec l'organisme ou le service de formation chargé de mettre en œuvre les actions de professionnalisation. Et il doit également participer, comme j'ai déjà dit, à l'évaluation vers la fin de la formation. Donc voilà et merci. Merci à vous, Madame Sana. Merci beaucoup. À vous la parole, Monsieur Rabeh. Euh, Merci infiniment pour votre intervention, Madame Sana. Merci à vous, monsieur. Euh, euh, je tiens d'abord à remercier les intervenantes pour leur choix de ce sujet, savoir les coulisses du tutorat, fonctions et modalités en action. Certes, ce sujet est d'une grande importance pour l'éducation et la formation. Et je suis sûr que la présentation de cette soirée nous a apporté énormément d'informations précieuses sur le rôle essentiel que joue le tutorat dans l'apprentissage. Revenons peut-être à la brève définition du tutorat, qui est une relation d'aide individuelle entre un apprenant et un tuteur. Ce tuteur peut être un enseignant, un père, un parent ou toute autre personne qui possède des connaissances, des compétences nécessaires et adéquates pour aider un apprenant à progresser. Et bien sûr, le tutorat peut avoir lieu dans une variété de contextes, les écoles, en ligne, hybrides, et ainsi de suite. Si vous permettez, je voudrais revenir aussi sur les qualités essentielles d'un bon tuteur. Un bon tuteur doit avoir au préalable de solides connaissances disciplinaires. Il doit avoir une compréhension approfondie de la matière qu'il enseigne. Cela va lui permettre d'expliquer les concepts de manière claire et concise, de répondre aux questions des apprenants. Deuxièmement, un bon tuteur doit avoir des aptitudes pédagogiques. Il doit savoir comment transmettre ses connaissances de manière efficace. Là, on peut utiliser le terme l'efficience. Cela implique d'être capable aussi à s'adapter aux différents styles d'apprentissage des élèves, vu que chaque élève a son propre besoin spécifique. Un bon tuteur doit avoir une patience, une persévérance. Parce qu'un des domaines de formation, l'apprentissage peut prendre du temps et des efforts, et les élèves peuvent rencontrer des difficultés tout au long de leur ce qu'on appelle opération d'apprentissage. Donc là, c'est très important parce que le tuteur doit avoir une très grande patience et une persévérance, en continu bien sûr. Et quatrièmement, peut-être, si je ne me trompe pas, ce sera un bon tuteur doit avoir d'excellentes compétences en communication, parce qu'il est amené à communiquer efficacement avec des élèves. Là, on parle d'une communication efficace, tant verbalement que par écrit, que paraverbalement, donc s'il s'agit d'un tutorat en présentiel. Capacité d'écoute, une écoute qui doit être active. Donc, un bon tuteur doit être un bon auditeur. Cela implique qu'il doit prêter toujours attention à ses élèves, ou bien à ses apprenants, ou bien à ses tutorés, et de comprendre leurs besoins.
Par la suite, je peux ajouter comme qualité l'empathie et la bienveillance. Un bon tuteur doit être capable de se mettre à la place de ses élèves et comprendre leur point de vue. Dans ce cas, il va développer cette capacité ou bien cette faculté d'empathie et de bienveillance. Et bien sûr, un bon tuteur doit avoir cette qualité de motivation et enthousiasme. Donc, il doit toujours pousser vers l'avant, il doit toujours motiver ses apprenants et les encourager tout au long de l'opération, bien de l'apprentissage. Et bien sûr, un bon tuteur doit montrer une certaine flexibilité et adaptabilité, soit envers ce qu'on appelle le contenu à enseigner, soit même vers ce qu'on appelle ces apprenants et aux besoins des apprenants qui peuvent varier, qui peuvent changer au fur et à mesure. Finalement, je pense qu'un bon tuteur doit toujours avoir cet engagement en continu, donc il ne doit jamais abandonner, il ne doit jamais ressentir cette frustration ou penser qu'il doit lâcher prise parce que il rencontre des difficultés à transmettre son message ou bien il constate que ses élèves sont trop exigeants. Donc c'est là que j'insiste, ou bien on insiste toujours sur un engagement continu. Donc voilà ce que je peux dire pour l'instant et je remercie encore une fois mes chers collègues de leur intervention de qualité et comme ça je cède la parole à quelqu'un d'autre. Merci. Merci, Monsieur Labbé, merci beaucoup. Très enrichissant ce que vous venez juste de dire, Madame Sana aussi, Monsieur Younes. Euh, euh, Vous avez parlé, Monsieur Labbé, de se mettre à la place de ses apprenants. C'est très important. Et d'ailleurs, je crois que c'est ce qu'on oublie quand on devient enseignant ou quand on devient, par exemple, tuteur. Donc, je sais pas, pour ça, à chaque fois, par exemple, quand on était, oui, quand on était encore à l'école, toujours, on a l'impression que l'enseignant est venu de, je sais pas, de l'espace, d'un autre monde, qui n'a jamais été, par exemple, élève. Donc, le fait de se rappeler de se rappeler que nous aussi, on était des élèves ou qu'on était aussi des apprenants un jour, ça va nous aider à comprendre, bien sûr, cet apprenant et voilà, à sentir cette empathie envers nos apprenants et à les aider, bien sûr, à réussir et à atteindre leurs objectifs. Je ne vais pas me tarder, je vais passer maintenant la parole à Oumaima. Oui, la parole. Oumaima Naji. Oui, bonsoir. Oui, Oui, bonsoir. bonjour. On vous Alors, écoute. tout d'abord, je Vous tiens à avez levé remercier la les main. membres. Oui, alors tout d'abord, je tiens à vous remercier pour le choix de ce sujet qui s'appuie sur la recherche de M. Jacques Audet. Donc, je pense qu'avant de commencer, il est nécessaire de faire allusion à la notion de formation des tuteurs, comme en réalité ou bien en présentiel, on parle de la formation des formateurs. Donc, pour moi, c'est une formation cruciale qui doit couvrir les aspects pédagogiques, technologiques et même les aspects psychosociaux. D'ailleurs, Rodé, la formation continue est très essentielle pour que les tuteurs restent compétents et surtout à jour. Surtout, on est dans l'ère de la révolution technologique. Donc, chaque jour, pardon, on dévoile un aspect de l'innovation. C'est pourquoi je trouve que même le choix des supports est primordial. Il doit englober des aspects cognitifs, des aspects métacognitifs, socio-affectifs et même techniques pour aider les apprenants non seulement à comprendre les concepts, mais aussi à gérer efficacement leur apprentissage dans un environnement virtuel. Donc, on peut dire que pour réaliser un bon apprentissage dans un environnement virtuel, par exemple la plateforme, le tuteur doit être innovant, créatif, à jour, flexible,
surtout avec la nouveauté pour qu'ils puissent assumer et remplir ces fonctions essentielles, comme vous avez déjà cité, la fonction pédagogique, la fonction motivationnelle, si on ose dire, également la fonction organisationnelle, par exemple, en rapport avec la gestion du temps ou bien l'organisation de leurs études. Alors, je pense que tout cela pour qu'on puisse réussir à distance. Il faut savoir également que ces fonctions accompagnent des interventions, comme vous avez déjà cité. Ce sont des interventions qui doivent être adaptatives, flexibles et qui répondent bien sûr aux besoins individuels des apprenants. Par exemple, des interventions, comme Rihab a déjà dit, proactives, qui sont basées sur l'analyse des progrès ou bien les défis des apprenants. Également des interventions réactives qui visent à répondre rapidement aux questions, par exemple, comme on a déjà vu avec l'expérience tutorale du premier groupe et du deuxième groupe. Également des interventions collaboratives pour faciliter la collaboration entre les apprenants ou bien les étudiants. Également pour renforcer le travail d'équipe ou bien le réseau de soutien. C'est tout. Merci beaucoup, Mélan, merci. Pour le jour, c'est bien. Comme d'habitude, c'est enrichissant, comme vous venez de dire. Que vous avez parlé des fonctions, vous avez parlé des modalités d'investigation et bien sûr de la formation des tuteurs. C'est très important de bien sûr former tuteurs. Je ne sais pas s'il y a une autre personne qui veut intervenir ou si vous avez des questions auxquelles nous pouvons répondre tous ensemble pendant cette réunion. J'attends vos interventions. Les autres. Bon, à votre avis, est-ce que l'efficacité d'un tuteur peut être mesurée? Est-ce qu'on peut vraiment mesurer l'efficacité d'un tuteur? Et comment peut-on le faire? C'est juste une réflexion, on attend juste des réflexions de votre part. Est-ce qu'on peut vraiment mesurer l'efficacité d'un tuteur? Oui, monsieur Younes? D'accord, à vous la parole, madame Sana. Madame Sana, on ne vous écoute pas. Pardon, je vais essayer de... Oui, Vous m'entendez maintenant? oui. D'accord. Donc, je crois, concernant la question, est-ce qu'on peut mesurer l'efficacité d'un tuteur ou non? Je crois, lorsqu'on parle d'un tuteur, c'est comme, j'ai l'impression que, comme on parle d'un bon enseignant ou pas. Donc, presque, c'est les mêmes fonctions. Un bon enseignant, il partage les mêmes fonctions. Par exemple, lorsqu'on parle de la maîtrise des outils informatiques, par exemple, d'encadrement, la, des techniques communicationnelles ou bien du relationnel, de suivi pertinent, etc. Donc, pour moi, pour mesurer l'efficacité d'un tuteur, cela peut réaliser à travers les travaux remis. Par exemple, à travers le taux de participation des étudiants ou bien des apprenants,
au niveau de développement de leur maîtrise des fonctionnalités d'un tel ou tel logiciel, etc. Donc, je crois que c'est là qu'on peut parler de l'efficacité du rôle de tuteur ou bien des fonctions de tuteur. Merci beaucoup, Madame Sana. Merci. Donc, j'ai une autre question en se basant sur vos expériences tutorales pour ceux qui sont en train là de passer l'expérience tutorale ou aussi ceux qui ont déjà passé l'expérience tutorale. À votre avis, les fonctions dont on vient juste de parler, toutes ces fonctions de tuteur, est-ce que c'est faisable ou est-ce qu'il peut être fait par une seule personne? Une seule personne peut réussir toutes ces fonctions ou vous pensez que normalement le tutorat doit être réparti sur plusieurs personnes? Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Donc, je vais tout d'abord laisser la parole à Monsieur Younes, ensuite on va passer à Monsieur Rabi et enfin à Madame Ouellemech. On vous écoute, Monsieur Younes, parce que oui.
Merci beaucoup, Monsieur Younes. À vous la parole, Monsieur Rabi, on vous écoute. Donc, merci, Madame Ikram, et merci à notre cher collègue et tuteur, Monsieur Younes, pour son intervention de qualité. Je vais répondre uniquement au premier volet de votre question, Madame Ikram, qui tourne autour de mesurer l'efficacité d'un tuteur, ou tout simplement évaluer l'efficacité d'un tuteur. Bon, je dirais que non, et en même temps, oui. Non, parce qu'il n'existe pas vraiment une mesure unique et parfaite et une mesure conventionnelle. Donc là, on va dire non. Mais on peut dire aussi oui, parce qu'on peut toujours combiner différentes approches afin d'obtenir une évaluation en se basant sur quelques indices. L'indice le plus courant et le plus frappant, ça sera le progrès des apprenants. Donc, à travers le progrès des apprenants, on peut mesurer l'efficacité d'un tuteur. Par exemple, on mesure le progrès des apprenants en termes de connaissances et des compétences acquises tout au long de leur tutorat. Et on peut même confronter, comment dirais-je, ces élèves tutorés avec des élèves non tutorés et voir le résultat. Si on obtient une différence positive par rapport au tutoré, là, on peut dire qu'il y a une certaine efficacité au niveau du tuteur. Toujours restant avec le côté des apprenants, on peut toujours demander directement aux apprenants le degré de satisfaction, soit par des formulaires à remplir, soit par des questions directes posées à ces apprenants, bien à ces tutorés. Il y a aussi un indice encore important, c'est les objectifs. Est-ce que vraiment le tuteur a respecté les objectifs prédéfinis? Alors là, on va se demander, est-ce qu'il a atteint les objectifs? Est-ce qu'il arrive à analyser les données du suivi du programme pour atteindre ces objectifs? Et parfois, il y a cette action d'observer le tuteur en action. Donc ça, si vous voulez, c'est ce que font les inspecteurs pédagogiques, c'est l'observation d'un enseignant en action pour évaluer et mesurer son efficacité. Donc là, c'est un indice courant dans le domaine de l'éducation. Et peut-être s'assurer que le tuteur, il répond vraiment aux exigences du programme d'un tutorat donné. Donc là, je peux parler de critères plutôt objectifs. C'est comme si on va parler d'un cahier de charge et on va mesurer est-ce que vraiment ce tuteur répond efficacement à certains critères qui sont déjà prédéfinis dans si vous voulez, un cahier de charge entre guillemets. Voilà. Donc mesurer l'efficacité d'un tuteur, ce sera pas vraiment objectif et ce sera pas aussi subjectif parce que tant qu'il n'y a pas vraiment une mesure conventionnelle, mais il y a ce qu'on appelle une combinaison d'approches. Qui dit approche, donc on va obtenir un résultat qui n'est pas vraiment absolu, mais qui reste toujours relatif. Voilà ce que je peux dire pour ce volet et je cède la parole à l'intervenant, bien une intervenante. Merci. Merci à vous, Monsieur Rabi. Maintenant, Madame Ouméma, à vous la parole. Oui, merci, Ikram. Donc, juste pour l'efficacité d'un tuteur, comme M. Rabi vient de dire, on ne peut pas dire que oui, on peut la mesurer ou non, mais on peut parler d'une notion qui s'appelle, ou bien qui est la notion de l'optimisation. Donc, l'optimisation, il vise à maximaliser l'impact du tuteur et son efficacité dans le processus éducatif par l'utilisation des outils spécifiques ou bien par l'adaptation des méthodes adéquates pour répondre aux besoins des tutorés, tout en prenant en considération les contraintes des environnements d'apprentissage à distance, par exemple la plateforme. Également, on peut parler de la notion de l'optimisation par la motivation des tuteurs, c'est-à-dire en adoptant, comme je viens de dire, des méthodes pédagogiques ou bien l'utilisation des outils interactifs
ou bien par leur implication, par exemple, en utilisant un suivi personnalisé ou bien le feedback régulier. Également, on peut mesurer, par exemple, cette efficacité si on peut dire, si on peut, par exemple, réduire le stress de performance qui accompagne les tutorés. Par exemple, on peut clarifier les attentes, ou bien on peut clarifier les objectifs, ou bien on peut par exemple leur donner ou bien leur offrir un soutien émotionnel. Merci. Merci Oumaima, merci Monsieur Rabi, Monsieur Younes, Madame Sana. Donc, je ne sais pas si il y a une autre personne qui peut intervenir. Donc, je ne vois aucune main virtuelle. Donc, pour ne pas s'attarder, je pense... Ah oui, voilà, Madame Leïla, à vous la parole, vous pouvez intervenir. D'accord, d'abord, je dis bonsoir à nos chers collègues. Juste une simple intervention dans la question, est-ce qu'on peut mesurer l'efficacité d'un tuteur? Si oui, comment? Je pense que l'efficacité, ou bien lorsqu'on parle d'efficacité, c'est-à-dire la réussite de la fonction de tutorat. Je pense que la réussite de cette fonction de tutorat ne dépend pas seulement du tuteur. Parce que le tutorat, c'est une relation entre un tuteur et des tutorés. Donc, ce que je voudrais partager avec nos chers collègues, que cette fonction ne peut pas être définie seulement en fonction de tuteur. Oui? J'ai pas bien entendu? Est-ce que le micro, il est actif chez moi? Est-ce que vous m'entendez? Juste approchez-vous un petit peu à votre micro, Madame Leïla, un tout petit peu. D'accord, merci. Donc, juste Merci. une idée que Merci je à vous. voulais partager avec mes collègues, c'est que la fonction de tutorat, je ne pense pas qu'il dépend seulement du tuteur. Je pense que cette fonction, elle dépend aussi de tutorer. Même si on va dire que le tuteur, il doit être ça et ça et ça, 1000 fonctions et 1000 caractères et 1000 qualités, mais ça ne dépend pas seulement de ce tuteur. Il y a aussi le fait d'un engagement de tutorer, des qualités dans le tutorer. C'est ça ce que je voulais dire. Et c'est tout. Merci. Merci à vous, Madame Leïla. Effectivement, s'il n'y a pas d'engagement, il n'y a pas de, donc il n'y a pas de succès, il n'y a pas de, donc on va pas, si on s'engage pas dans nos actions, on va pas arriver à ce qu'on veut arriver, aux objectifs. Donc, je vous remercie tous. Donc, je crois que si, si on, si on s'est mis d'accord sur quelque chose, c'est que être tuteur n'est pas facile. Donc, le tuteur aujourd'hui est devenu un élément, je crois, fondamental, bien sûr, non seulement qu'autant que transmetteur de connaissances, mais aussi en tant qu'accompagnant fidèle dans, on va dire, dans la vie éducative des apprenants. Donc, le tuteur maintenant et aujourd'hui, le tuteur aujourd'hui offre son accompagnement, son soutien et veille à ce que le parcours d'apprentissage de chaque individu soit marqué par, bon, là, je vais revenir à la toute première définition étymologique que je vous ai donnée. Donc, il soutient et veille à ce que le parcours d'apprentissage de chaque individu soit marqué, bien sûr, par la sécurité, donc à ce que l'apprenant se sent en sécurité et en protection. Donc, voilà, on aura ainsi, comme on dit, ses racines latines et son héritage historique. Donc, on vous remercie, chers collègues, pour vos interventions et pour votre présence aussi. Donc, maintenant, je vais laisser la parole à nos chers tuteurs. Merci beaucoup. Merci Ikram. Merci pour tout le monde. Je vous félicite de la qualité de cette présentation. Et
Désolé, il y avait une coupure de son. Donc, je vous félicite de la qualité de cette présentation. Il y a vraiment, je, je remercie également la participation de nos chers étudiants qui étaient aussi à la hauteur, de qualité bien sûr. Juste quelques remarques bien sûr à citer, à propos notamment à propos de la fonction motivationnelle. Vous n'avez pas bien développé, juste quelques citations de la littérature. Et à propos de la fonction métacognitive, j'aimerais bien voir plus, notamment à propos de la fonction la fonction motivationnelle. Et à propos de la participation et l'encadrement, l'animation, c'est de qualité, bien sûr. À propos des réponses, j'aimerais bien ajouter quelque chose à propos des questions proposées. Normalement, c'est cité de répondre en ordre ou bien aléatoirement. Il fallait mentionner pour les intervenants de répondre aléatoirement ou bien par ordre. Je ne sais pas ce que vous m'avez compris. Alors, ma réponse en tant que tuteur pour la mesure de la qualité, de l'efficacité du tuteur, elle est toujours, c'est une question de débat parce qu'on ne peut pas dire que un bon enseignant donne lieu toujours à donner naissance des bons apprenants parce qu'il y a toujours de la subjectivité. Alors, il y a pas, on ne peut pas dire que la mesure est toujours objective parce que s'il n'y a pas de motivation, s'il n'y a pas d'engagement, comme Mme Leïla a déjà cité, donc on ne peut pas avoir vraiment une efficacité. Même le tuteur ou bien un enseignant fait ce qui est, c'est-à-dire mis en place toutes les fonctions, tous les dispositifs nécessaires pour donner lieu à un tutorat de qualité. S'il n'y a pas la part qui est vraiment dominante de l'apprenant, de tutorer, donc on ne peut pas dire que l'efficacité d'un tuteur est toujours mesurable parce qu'il y a toujours la part de la subjectivité dans cette question. À part ça, il y a une question qui reste toujours sans réponse, c'est le rôle ou bien la technologie, l'apport de la technologie pour donner lieu à un tutorat de qualité ou bien la participation. Si vous pouvez citer cette question-là, on peut revenir à cette question. Est-ce que la technologie peut... Oui. Et j'invite bien sûr les participants, les intervenants de donner leur réponse à ce... Juste une petite comment la technologie peut-elle... remarque, Monsieur Ashraf, les questions quand on les a... les questions qu'on a ici, qu'on vous a présentées, c'est juste pour vous inspirer. Donc, c'est juste pour déclencher les discussions. Donc, répondre aléatoirement ou en ordre, c'est Oui, c'est ça ce qui doit être exprès. mentionné. Oui, vous pouvez mentionner indiquer que vous pouvez répondre à n'importe quelle question aléatoirement et sans ordre. Donc, la question qui reste sans réponse, c'est comment la technologie peut-elle améliorer les fonctions du tutorat? Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut donner des indices pour cette réponse? Donc, ici, c'est vraiment le rôle de la conception, c'est le rôle de l'ingénierie tutorale dans ce volet-là. La technologie peut vraiment améliorer les fonctions du tutorat.
il y a, bien sûr, si c'est la conception confronte la pratique et les praticiens. Et si on peut on peut dire que vraiment, ici, la technologie peut participer à l'amélioration des fonctions tutorales. C'est-à-dire, les concepteurs doivent travailler sur ce volet. C'est-à-dire que les attentes du tuteur et du tuteur doivent correspondre, ou bien les concepteurs, le travail des concepteurs et la conception de l'ingénieur tutoral doit correspondre aux attentes du tuteur et du tutoré. Et ici, le rôle crucial de l'ingénierie tutorale. Parce que lorsqu'on dit ingénierie tutorale, il y a la part, bien sûr, de la technologie. Et sur ce, je vous remercie infiniment pour cette présentation de qualité. Et j'invite les autres, s'il y a d'autres questions, d'autres clarifications, d'autres participations, que soit la bienvenue. Et je vous remercie. Merci à vous, monsieur Ashraf. Merci à vous. Madame Leila Bi, vous levez toujours la main? Madame Leila? Non, non. J'ai oublié de... Ah, d'accord. Oui, bien sûr. Quand vous parlez, monsieur Younes, de modalité tutorale, vous parlez de la modalité proactive et réactive, n'est-ce pas? Juste pour... Oui, oui, bien sûr, bien sûr. On s'est basé juste sur bon, Bruno de Lièvre comme source, monsieur Bruno de Lièvre, puisqu'il a traité, il a beaucoup parlé de la modalité proactive et de la modalité réactive. Donc, je crois que Rihab, tu voulais intervenir, n'est-ce pas? Donc, si tu ne vas pas intervenir, Rihab, on va céder la parole à monsieur Rabi, puis on revient. Oui, monsieur Rabi? Oui, merci, Madame Ikram. Donc, alors, si j'ai bien compris la question de mon collègue, Monsieur Younes, euh, sur quoi on se base pour opter pour un choix tutoral? À vrai dire, bon, le choix de la modalité tutorale peut dépendre de plusieurs, oui, dépend de plusieurs facteurs, notamment les objectifs du tutorat, les caractéristiques des apprenants et leurs besoins, bien sûr, les ressources disponibles, et parfois même les préférences du tuteur et des apprenants.
Euh, alors, si j'ai bien compris la question de Monsieur Younes, donc est-ce que par exemple on va opter pour un tutorat individuel, en groupe, en ligne, un tutorat hybride? Donc tout cela dépend de plusieurs facteurs. Euh, Parfois ils sont objectifs et parfois ils sont subjectifs. Donc j'espère que j'ai compris la question de Monsieur Younes. Sinon, voilà, donc je laisse la parole à Younes pour. Oui, merci Monsieur Rabi. Donc, oui, Iman? Saisi la question de Monsieur Younes, on peut dire qu'on peut opter pour une modalité d'intervention réactive ou proactive selon les caractéristiques des apprenants, comme a dit Monsieur Rabi, par exemple l'âge et le niveau de maturité des apprenants. Si on prend comme exemple des élèves de primaire, je pense que ça serait pas vraiment bien d'opter pour l'approche réactive. Ça serait mieux d'adopter une approche proactive pour les aider à rester sur la bonne voie et à éviter des difficultés d'apprentissage. On peut se baser aussi sur le style d'apprentissage parce qu'il y a certains élèves qui préfèrent apprendre de manière autonome. Donc, ils peuvent vraiment refuser le fait qu'un tuteur réagit d'une façon proactive. Je pense que c'est tout. Merci Iman. Donc, si je peux intervenir sur le sujet moi aussi. Ah oui, Monsieur Younes, oui. D'accord. Donc, choisir entre modalité proactive et modalité réactive. Bon, écoutez, maintenant, puisqu'on passe, on a tous, bon, presque tous passé de cette activité tutorale. Euh, donc, quand une modalité réactive, donc imaginez, vous avez plusieurs élèves et ou bien plusieurs apprenants qui vont tous vous poser des questions. Venir vous pouvez des questions et vous devez répondre donc à plusieurs personnes. Donc si on adopte pour une modalité proactive, c'est-à-dire prévenir par exemple la question avant qu'elle se pose ou bien donc connaître ses apprenants. Donc on peut par exemple on va dire épargner ou bien donc épargner du temps et aussi épargner euh, comment dire, j'ai oublié le terme, de l'effort. Donc si on arrive, par exemple, à bien connaître ses apprenants et à bien à faire une conception donc de l'activité en prenant en considération ce qui peut être ce qui se peut se poser dans le futur comme question ou donc comme problème. Donc, je pense que ça serait mieux. Et donc, et on va juste laisser la modalité réactive pour ce que nous n'avons pas pu détecter auparavant. Donc, modalité proactive ou réactive, est-ce qu'il faut choisir une entre ces deux? Je crois pas. Mais je crois que toutes les deux sont essentielles et donc une complète l'autre. Maintenant, je vous laisse la parole, Monsieur Younes. Exactement.
Merci à vous. Merci à vous. Donc, on s'oublie toujours dans la discussion. Donc, je ne crois pas qu'il y a d'autres interventions. Nous vous remercions tous pour votre présence et votre engagement, ainsi que vos interventions. Donc, merci.